Bonsoir, eh bien ce soir du football avec un club, le CS Constantine, même si le championnat est arrêté. Quel enseignement! Cette équipe du CSC, on l'attendait au plus haut niveau. Elle devait confirmer les résultats enregistrés la saison dernière. Voilà, gros ratage, puisque rappelons que le CSC n'est pas sur le podium cette saison. Et peut-être une équipe un peu trop gourmande, avec les problèmes en début de saison, Garzito, puis après avec la Coupe de la Confédération africaine de football. Quel enseignement tiré de cette saison? Est-ce que le CSC a le costume pour la Ligue 1 aujourd'hui? Et puis on parlera également de l'équipe nationale dans la deuxième partie. Qui mieux pour parler du CS Constantine que Nabil Moudjahed, qui faisait partie du staff technique, entraîneur, je rappelle, vous étiez au NEF du Sunday, vous étiez à l'Asmo d'Oran, Cuba, l'USMA d'Alger, Sétif également un passage, Arles-Avignon en France, et là, vous étiez avec Simon Di au CS Constantine. Bonsoir, Nabil. Bonsoir, maman. Salim Salahi, du quotidien Compétition. Bonsoir, Salim. Bonsoir, Salim. Alors, Nabil Moudjahed, vous étiez patron technique, vous passez en second avec Simon Di. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé de prendre du recul, Non, pas du tout. De vous intégrer dans un staff? Non, c'est pas du tout ça. C'est que bon, quand Bernard m'a sollicité, je sais qu'avec Bernard, je suis pas second avec lui. C'était plus un duo parce que il se comporte pas avec moi comme il peut se comporter avec un autre adjoint. On parle de tout, on parle de tous les aspects au niveau de l'équipe et j'ai mon mot à dire sur la composition de l'équipe et sur toute la préparation de cette équipe et je me sens pas adjoint du tout avec Bernard. Alors je reviens au CS Constantine, j'ai dit est-ce que le costume de la Ligue 1 n'est pas trop grand pour le CS Constantine? On attendait cette équipe du CSC sur le podium, une des trois, la troisième place au minimum, et finalement le CSC n'est pas troisième. Est-ce que le CSC pouvait aller sur 3 compétitions, Coupe d'Algérie, Coupe de la CAF, championnat? Déjà, on a pris le train en marche. Nous, on est arrivé au mois de janvier. Et quand vous avez pris la succession de Garzito. Voilà, exactement. Et quand on a défini les objectifs avec le directeur général, M. Boulahbib, à l'époque, il nous avait bien défini ces 3 objectifs suivants, même si le troisième n'est pas un objectif. Il nous avait bien signifié le maintien du CS Constantine en Ligue 1, chose qu'on a faite. Et le deuxième objectif, c'était d'aller le plus loin en Coupe d'Algérie. Parce que la saison dernière, ils étaient partis en quart de finale ils avaient été défaits contre le Mouloudia d'Alger. Malheureusement, contre Chiraga, on n'a pas pu passer cet écueil. Et le troisième objectif, c'était pour la première fois de l'histoire du CS Constantine, passer le premier tour de la Coupe de la CAF, chose qu'on a fait puisqu'on a dépassé le deuxième tour. Est-ce que vous, disons, la compétition n'était pas très compliquée ou la gestion n'était pas très compliquée était plutôt très compliquée du fait que vous preniez un héritage complexe. Rappelons que début de saison, avec les problèmes Boulhabib, Garzito, la grève des joueurs qui demandent le départ de Garzito, vous arrivez, les joueurs qui ne sont pas payés. Est-ce que vous n'étiez pas un petit peu, c'était pas piégé dès le départ? Écoutez, on ne va pas se défiler. On a pris cette mission et on l'a pris à cœur. On ne va pas se défiler. Tout le monde a une part de responsabilité aujourd'hui, le staff technique aussi. Mais il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que vous ne maîtrisiez pas. Voilà, exactement. Nous c'est le terrain. Et en dehors du terrain, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au CS Constantine. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir maintenu l'équipe en Ligue 1, c'est une satisfaction pour Bernard et moi. Salim Salahi. Non, nous, on est un peu, en tant qu'observateur, on est un peu étonnés par la fin de saison du CSC. Surtout que, si je me souviens bien, il y a un entraîneur de renom qui a une réputation de formateur et tout, qui est passé pendant 1 an, qui est Roger Lemaire. Roger Lemaire. Où à l'époque, on avait dit qu'il préparait une équipe, un groupe de jeunes. L'équipe Espoir était aux petits soins. Il était aux petits soins avec cette équipe Espoir et tout. On avait l'impression que quelque chose allait émaner de ce projet-là. Et là, on se rend compte qu'une année après, voire 2 ans après, au niveau du club, on a toujours ce besoin d'aller chaque fin de saison ramener 15 joueurs recrutés et à chaque fois repartir de zéro. Et même vous, en tant que coach, vous n'avez pas puisé au sein de ce groupe de jeunes joueurs. Est-ce qu'il existe vraiment au niveau du club ou vous n'avez rien trouvé du travail fait par Monsieur le maire, bien qu'il n'a fait d'un passage d'une année, c'est tout, c'est pas suffisant, mais on aurait souhaité voir émerger de nouveaux joueurs. Alors vous avez trouvé quelque chose ou pas?
Bien sûr, bon, si je peux m'exprimer, parce que ça va durer peut-être 2-3 minutes. Roger Lemaire avait mis en place quelque chose, mais aujourd'hui, l'effectif dont disposait Roger Lemaire n'est pas le même du tout, parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont été libérés, il y a d'autres joueurs qui sont venus. Et la première chose qui a été faite par le staff technique, c'est d'aller superviser les jeunes, justement pour essayer de voir s'il y avait des possibilités de puiser dans ce réservoir, parce qu'on avait 3 compétitions, on avait pratiquement 3 matchs tous les 5 jours, donc il fallait forcément aller voir les jeunes pour répondre à nos besoins. Chose que j'ai faite, et au niveau des jeunes du CSS Constantine, on a pu voir que les espoirs étaient en bas de tableau, les juniors pareil. J'ai réussi à récupérer 3 joueurs qui me semblaient avoir plus ou moins de la qualité, chose qu'on a faite, puisque le dernier match, on a intégré 3 jeunes qui ont joué titulaires contre la GSK, mais on a été quelque peu déçus du réservoir du CS Constantine en jeunes, et il n'a pas répondu aux besoins qu'on a pu avoir. Quand on regarde le potentiel du CS Constantine, en valeur intrinsèque, si on regarde individuellement, quand vous prenez le groupe, il y a un gros potentiel. On ne va pas tous les citer, Cédric, Maïza, Drag, Avzerdeb, Bezez, c'est avec 2 étrangers également de qualité. Donc, en principe, on aurait pu penser que le groupe allait monter en puissance. Oui, bien sûr. Après, quand nous avons hérité du calendrier démentiel du CS Constantine, avec Bernard, on a pu réfléchir à plusieurs possibilités. La première chose qu'on a demandé à M. Boularbib, c'est de ramener un préparateur physique. Chose qu'on avait définie bien au départ, avant la signature de nos contrats. On devait définir ça pour bien préparer cette équipe, parce qu'on s'était rendu compte que le même jour, on jouait 2 matchs. Là, le CSC est rentré dans l'histoire, dans le Guinness. Hein. Voilà. Le même jour, 2 matchs, c'est du jamais vu. Voilà, exactement. Mais moi, je ne jette pas la pierre à ce qui a été passé, parce que après, par la suite, j'ai appris que le CS Constantine s'était engagé à ne pas décaler les matchs. Donc les dirigeants ont voulu se lancer dans un processus de jouer 3 compétitions à la fois, avec un effectif vieillissant, parce que je vous rappelle qu'il y a 9 joueurs qui ont plus de 30 ans. Donc il a fallu définir 2 équipes avec un effectif vieillissant pour 3 objectifs. Donc chose qui a été très difficile à mettre en place. Mais je vous dis, chose qui a été plutôt bien faite, puisqu'aujourd'hui on a assuré le maintien. On a passé l'écueil de la Coupe d'Afrique en passant 2 tours. Et même si la Coupe d'Algérie nous reste en travers la gorge, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux, je pense qu'on a bien défini et bien réussi un parcours honorable. Est-ce que vous pensez que le CSC aujourd'hui a les structures d'un club professionnel ? Pas du tout, parce que moi j'ai eu l'expérience de travailler dans des clubs professionnels en France, et on ne peut pas parler de professionnalisme. Aujourd'hui, je vous rappelle que le CS Constantine, nous nous entraînons sur le terrain d'athlétisme, où c'est un terrain qui est destiné au lancer de poids et au lancer de javelot, et on ne peut pas aspirer à construire des bases professionnelles si on n'a pas les infrastructures qui y répondent. Donc pas d'infrastructure, vous dites déjà de terrain d'entraînement. Voilà, terrain d'entraînement, absence de salle de musculation et un staff médical digne de ce nom. Je vous rappelle qu'on a joué 3 compétitions, et pour jouer 3 compétitions, l'aspect médical est très important. Pourquoi vous dites staff médical digne de ce nom? Il n'était pas? Je pense sincèrement que le staff médical n'avait pas les compétences pour gérer un groupe qui jouait sur 3 tableaux. La preuve, c'est... Il y a eu beaucoup de blessés cette saison. Exactement. Quand on a pris nos fonctions en Tunisie, on avait 7 blessés déjà. Il y avait 7 blessés. Donc sur diverses raisons, des problèmes musculaires, des problèmes d'articulation. On a essayé de retaper tout ça. Et après, derrière, on finit la saison à 14 joueurs. Donc vous voyez bien que l'aspect médical a été fondamental, et qu'on n'a pas répondu à soigner ces joueurs, qui auraient fait qu'on aurait pu fonctionner beaucoup mieux. L'une des grosses blessures, Bezez. Voilà, Bezaz. Bon, c'est pour vous ouvrir une parenthèse et la refermer. Bezaz, il a reçu un coup contre l'USMA d'Alger au niveau du péroné. Derrière, on l'immobilise pendant plus d'1 mois. Après, derrière, le staff médical nous donne son OK, parce qu'on se déplace à la SEC Mimosa pour le match au retour. Le joueur est aligné naturellement, parce qu'on pense avec Bernard que c'est un joueur clé de notre dispositif. Et au bout de 45 minutes, le joueur se plaint d'une douleur. Quand il passe les échographies, il se révèle qu'il a une fracture du péroné. Donc, nous, on est entraîneurs de football, nous ne sommes pas médecins. Et si le médecin nous donne l'autorisation, c'est son avis qui prime sur tout. Alors, je voudrais venir, Salim Sarhi. Non, je voudrais revenir sur le parcours. Est-ce que vous ne pensez pas que la participation en Coupe d'Afrique était un peu l'erreur
à ne pas commettre, si on veut, pour cette saison, pour le CSC. Oui, bien sûr. Bon, moi, en tant que technicien, on m'aurait demandé mon avis technique. J'aurais bien expliqué que par rapport à l'effectif dont on dispose, par rapport à la non-qualification, je vous le rappelle qu'on a recruté 3 joueurs au mercato pour en libérer 3 autres. Et c'est des joueurs qui n'ont jamais été qualifiés pour jouer la Coupe de la CAF, alors que nous avions demandé maintes et maintes reprises à M. Boularbib de qualifier ces joueurs pour nous permettre d'avoir un effectif plus étoffé pour affronter tous les tableaux. Ça n'a pas été fait. À mon humble avis, les objectifs, ce n'est pas moi qui les définis, c'est les dirigeants. Les dirigeants ont estimé qu'on était capable de le faire. Mon avis technique pensait le contraire. Maintenant, on ne m'a jamais demandé mon avis. Moi, j'ai dit ça. Quand je dis vous, je parle du staff. Hein. Bien sûr, on a défini, on a dit que c'était compliqué d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique, de gagner la Coupe d'Algérie, d'être 3e en championnat, c'était impossible. Vous n'avez pas l'effectif pour. Voilà, on n'avait pas l'effectif pour, pas au niveau de la qualité, au niveau de la quantité. Ouais. Voilà, parce qu'on disposait de 21 joueurs et 4 gardiens de but. Donc, en partageant l'équipe en 2, c'est déjà 11 et 11, ça fait 22 joueurs. On part sans remplaçant en Afrique. Les jeunes, je vous dis, on n'avait pas un réservoir qui nous permettait et on n'avait pas des jeunes qui avaient la qualité pour jouer le championnat parce qu'on n'avait pas le droit de les utiliser en Coupe de la CAF. C'était très compliqué dès le départ. Est-ce que vous ne pensez pas que dès le départ, cette saison allait être compliquée? Quand vous prenez du recul, vous avez pris le train en marche, vous l'avez dit, mais déjà les problèmes entre Garzito d'un côté, le Boulhabib de l'autre, le groupe scindé en deux. Est-ce que dès le départ, déjà, le vestiaire n'était pas compliqué à gérer? Dès le départ, oui, c'est vrai. On Parce que vous héritez de cette situation. Bien sûr, on le savait. On a pris le train en marche. Mais de recoller les morceaux, c'était pas déjà un peu complexe? C'était très compliqué, mais je pense que les joueurs, hier, pas plus tard qu'hier... Ça a dû laisser des traces, non? Bien sûr, c'est clair. C'est clair qu'il y avait une certaine division. Quand vous avez un président qui fait le recrutement et en cours de saison, il s'en va, et un autre qui vient, c'est sûr qu'il peut avoir une cassure au sein du groupe. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas ça qui a fait que nous n'avons pas fonctionné. Je vous dis, préalablement, c'est vraiment le fait d'avoir accumulé trop de compétitions pour des joueurs vieillissants, l'absence d'infrastructure. Vous avez payé sa cash? Je dirais... Vous dites un staff médical qui n'était pas à la hauteur, absence d'infrastructure, un vestiaire, il fallait recoller les morceaux. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Tout le monde pensait, je ne sais pas si Salim Salahi est d'accord avec moi, qu'avec l'arrivée d'une entreprise telle que Tassili Airlines, le CSC allait passer à une dimension supérieure. Finalement, il n'en a absolument rien. Écoutez, Tassili, j'ai eu la chance de les rencontrer. C'est une société qui est en plein développement. C'est une société qui a mis les moyens, je le dis, je le redis, qui a mis les moyens pour réussir dans cette entreprise. Après, la gestion qui a été faite auparavant, nous, on en a subi les conséquences. Parce qu'aujourd'hui... Par exemple, il y a l'absence d'infrastructure, mais c'est pas Tassili. C'est pas du ressort de Tassili, ça. Tassili est un actionnaire qui donne les moyens. Salaire impayé, par exemple. Exactement, par exemple, entre autres. Maintenant, Tassili... Ça, c'est du ressort de Tassili. Non, je suis pas trop d'accord avec vous parce que Tassili donne de l'argent. Il donne un budget que les dirigeants ont besoin. On leur donne un budget. Ce budget est géré par une organisation qui est mis en place en sachant le président de la SPA et le directeur général. C'est à eux de gérer ce budget. Tassili est un actionnaire. Il met les moyens dessus. Après, il fait confiance à cette instance pour organiser tout le club autour de tous ces paramètres. Donc Tassili a mis les moyens. Maintenant, chose qui n'a pas été faite par les prédécesseurs. Et voilà, et le nouveau président essaie de recoller le morceau. Le budget a été consommé bien avant la fin de la saison ? Je ne peux pas rentrer dans ces détails, mais aujourd'hui, je vous dis, les joueurs et le staff technique ne sont pas payés jusqu'à présent depuis plus de 4 mois. Donc, si on suit bien votre raisonnement, il y a beaucoup de joueurs qui risquent de quitter le club. Je ne pense pas. Je peux pas définir ce que... En tout cas, ils sont dans leurs droits. S'ils déposent si un joueur veut quitter le club, s'il a 4 mois il va à la commission des litiges et la Ligue peut l'autoriser à changer de club. Bien sûr, s'il est protégé par un contrat, c'est absolument son droit. Maintenant, je pense que le président du CS, Constantine, M. Bentobal, va tout faire pour régler cette situation.
parce qu'il a hérité d'une situation catastrophique aussi au niveau administratif. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne volonté. Et il ne faudrait pas que... On a l'impression, quand vous parlez comme ça, que le CS Constantine reposait sur un seul homme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'administration, il n'y avait rien, et que ça reposait sur un seul homme. Oui, exactement. C'est ça? Exactement. C'est la bonne photographie? Le CS Constantine ne dispose pas d'une administration digne de ce nom. Le CS Constantine, c'est un club avec qui a eu la chance d'avoir une société aussi importante que Tassili. Pour moi, c'était une opportunité à saisir et à garder. Et l'administration n'a pas répondu du tout aux aspirances de ce club. Non, mais même le casting de début de saison était mauvais selon vous, parce qu'on a ramené des joueurs, on a ramené 14 ou 15 joueurs, dont 9 vieillissants, et on leur a demandé de jouer toutes les compétitions. Donc c'était peut-être pas aussi le bon choix dès le début de saison. Oui, bien sûr, c'était... Quand on définit des objectifs, déjà le staff technique doit être associé. Quand on joue une Coupe d'Afrique, on sait très bien que c'est des déplacements harassants, c'est difficile. Même si Tassili, je vous le rappelle, nous a mis à disposition un vol spécial. C'est vraiment une opportunité énorme. Déjà. Vous avez joué le Libéria et en Côte d'Ivoire. Voilà, et le Niger aussi. Et le Niger, j'avais oublié. Donc c'est quand même, Tassili a mis à disposition les moyens qu'il faut. Ils ont mis à disposition les moyens qu'il faut. Maintenant, c'est un luxe. Hein, bien sûr, c'est pour ça qu'avec Bernard, nous avons accepté la mission, parce qu'on avait un vol spécial. Après, quand on a vu le calendrier, moi, avec du recul, j'ai appris que le club s'était engagé avec la Ligue à ne pas décaler les matchs de championnat. Et c'est là où ça m'a paru difficile, parce qu'on n'avait pas l'effectif pour jouer tous les tableaux. Et au Mercato, avec Bernard, nous avons proposé des joueurs qui avaient de la qualité pour jouer en Coupe d'Afrique. Et ça ne s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait. On nous a ramené 3 joueurs que M. Boularbib a recrutés lui-même et qui ne répondaient pas aux besoins de l'équipe et qui n'ont jamais été qualifiés en Coupe de la CAF. Donc vous avez 3 joueurs qui n'ont jamais évolué en Coupe de la CAF. La libération de Boucheret, qui est un élément important au sein d'un groupe, vous l'expliquez comment? Bien sûr, moi quand le président Boularbi m'en a parlé, je lui ai dit que ça me semblait incorrect de libérer Boucherie. C'est un joueur que je connais, que j'ai appris à connaître à l'USMA d'Alger, qui a joué tous les matchs. Parce que la première chose que j'ai demandé, c'est les temps de jeu des joueurs. Et quand je regarde le temps de jeu, c'est un joueur qui a joué tous les matchs, qui a joué titulaire, qui était un joueur d'expérience. Qui a bien fini la saison. Et je n'ai pas compris qu'on libère un milieu récupérateur, en sachant qu'on en avait vraiment besoin dans ce poste et qu'on me ramène d'autres joueurs qui ne sont pas dans ces postes. Sur le plan technique, vous dites « on me ramène ». Quand vous dites « on me ramène », c'est le staff technique. Bien sûr. Vous n'avez pas votre mot à dire? Vous ne dites pas « non, je ne veux pas celui-là, je veux celui-là, je veux garder ». C'est le président qui décide? Mais bien sûr. Attendez, ce n'est pas le président qui décide. Quand on a défini les choses, on a proposé des joueurs. On a regardé le CSC Constantine en vidéo, on a défini parce que moi-même, je connais les joueurs du CS Constantine. Avec Bernard, on a défini les besoins qu'il nous fallait pour réussir cette aventure, notamment en Coupe d'Afrique. On a donné une liste de joueurs à contacter. Comme le préparateur physique, on a donné son numéro pour que le président puisse le contacter. Il nous a dit « ok, ça va se faire » et ça n'a jamais été fait. Est-ce que vous ne dites pas dès le départ c'est biaisé? Quand vous voyez que ce que vous demandez, vous ne l'avez pas et que vous n'y avez que de promesses. Le problème, c'est que nous, on connaissait pas M. Boularbib. On parle avec lui, il nous définit ses objectifs. On lui dit, voilà, au niveau technique, il faudrait faire ça. On lui demande au niveau du staff médical, qu'est-ce qui se passe. Il nous dit, oui, tout est OK, il n'y a aucun problème, on va vous ramener ces joueurs. Vous aurez tout ce que vous voulez, vous aurez des vitamines qu'on va aller chercher en France pour les joueurs. Les moyens de récupération existaient? OK. C'est à l'arrivée de M. Bentoubal qu'on a pu se procurer des conteneurs de poubelle avec des sacs de glaçons pour laisser récupérer les joueurs. Parce que je vous rappelle qu'on jouait 3 matchs en 5 jours. Chose qui était très compliquée dès le départ. Mais quand même, à l'arrivée de M. Bentoubal, il nous a mis quand même à disposition les choses qu'on lui a demandées immédiatement. Nabil N'Jad, ce n'est pas la première année que vous entraînez en Algérie. Aujourd'hui, avec l'expérience vécue au CS Constantine, par rapport à la première fois où vous êtes arrivé, je me souviens, c'était au Nef du Sindé, il y a un net recul dans l'organisation au niveau des clubs?
Le premier club que j'ai eu, c'était l'USMA d'Alger. Ensuite, Le NET en équipe première, c'est pour ça que je parle du NET. Voilà, avant ça, il y avait l'ASMO et le RC Kuba aussi en équipe première. Donc, le professionnalisme, je pense que le président de la fédération a voulu instaurer le professionnalisme parce qu'il fallait faire un pas en avant pour être confronté à toutes les difficultés liées au professionnalisme. La première chose qui a été faite, qui aurait dû être faite, c'est vraiment construire des infrastructures qui permettent aux entraîneurs de travailler dans la sérénité. C'est-à-dire, aucun club en Algérie ne dispose aujourd'hui d'infrastructures, de centres d'entraînement. Aucun. Ça, c'est déjà une barrière au professionnalisme. C'est un handicap C'est un réel sur handicap. le plan technique. C'est un réel handicap parce qu'aujourd'hui, tous les clubs en Algérie se retrouvent confrontés à chercher un stade d'entraînement. Le Mouloudia d'Alger, pour ne citer que celui-là, n'a pas d'infrastructure pour s'entraîner. Maintenant, l'État a mis les moyens, a dit au club, foncez, on est derrière vous. On va vous accompagner, on va financer les centres de formation, jetez-vous, on va vous aider, vous accompagner. Il y a 4 sociétés étatiques qui se sont lancées dans le bain. C'est-à-dire que l'État a mis de la bonne volonté à Reste au club maintenant de s'organiser. Bien sûr, et je pense qu'il faut y aller maintenant. Là où faible, c'est un petit peu la ressource humaine. Vous restez avec nous, ça c'est la première partie de l'émission. Juste une courte page publicitaire et on passe à la deuxième partie de l'émission avec Nabil Mjad. أنت من عشاق الكرة العالمية للتعرف على جديد البطولات الكبرى وفريقك المفضل عالميا. عنوان واحد، يومية الشباك توفيك بأدق التفاصيل وآخر تطورات الكرة عبر العالم. تغطيات لأهم المواعيد الكبرى، حوارات يومية مع نجوم الكرة العالمية، آخر الأخبار، تقارير، إحصائيات، أسرار وخبايا. الشباك، تأشيرتك للإبحار في أعماق الكرة الأوروبية. Nabil Mjad, deuxième partie de l'émission. On va parler terrain. Sur le terrain aujourd'hui, avec votre vécu, vous avez travaillé au niveau de la formation, vous avez dirigé des clubs comme patron technique, vous faites partie d'un staff technique avec Simondi, qui a déjà travaillé en Algérie, notamment à l'entente de Sétif. Quand on regarde les matchs du championnat, pas de spectacle, pas d'identité de jeu, système de jeu, ça reste toujours le résultat qui prime sur la manière, ce qui fait que le spectateur qui se rend au stade reste toujours sur un goût d'inachevé, sur un manque au moment où il y a une flopée de télévision qui vous montre les plus grands championnats étrangers. Ah, tout à fait. Est-ce que c'est un souci pour les techniciens, le jeu, la qualité du jeu? C'est un souci, ça restera un souci tant que les clubs ne comprennent pas qu'il faut investir dans la formation, ça c'est la première des choses. Et sans les infrastructures, je le rappelle, je le redis, on ne pourra jamais avancer. C'est-à-dire le centre d'entraînement. Bien sûr, un centre d'entraînement dit de ce nom, avec un staff médical dit ce nom, une clinique médicale, avec un staff administratif qui est important, parce que dans une cellule professionnelle, tout est important. Il y a 4 blocs qu'il faut avoir absolument. Le staff médical est primordial aujourd'hui. Vous, techniciens, est-ce que c'est votre souci? Le jeu, la qualité du jeu, le rendu chaque semaine? Bien sûr, nous on s'attarde à faire ça, mais après il faut avoir de la qualité. Et sans les joueurs, Vous dites aujourd'hui, en termes de joueurs, le potentiel technique est limité au niveau du championnat? Le potentiel a régressé par rapport à 2007. Quand j'étais avec Bernard à Sétif, où j'ai fait le passage avec lui, je pense que le football a régressé. Le niveau technique. Qu'est-ce qui a régressé? Le niveau technique en général des joueurs a régressé. Je veux dire, entre l'équipe qu'on avait à Sétif, où on avait la qualité pour jouer la Coupe d'Afrique, on avait la qualité pour jouer la Coupe arabe, on avait la qualité pour jouer la Coupe d'Algérie ou 2-3 objectifs à la fois, aujourd'hui on ne l'a pas. Maintenant, il ne faut pas jeter la pierre aux joueurs. Les joueurs travaillent dans des conditions où ils ne peuvent pas évoluer. C'est leur cursus de formation? Il y a des manques au niveau du cursus de formation? Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. On ne peut pas parler de formation, il n'y a aucune formation. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la rue qui également ne donne plus rien? Il y avait le football de rue par le passé. Bien sûr, parce que le football de masse a disparu en Algérie. Aujourd'hui, vous circulez à Alger, vous ne voyez plus de gamins jouer au football. Parce qu'il n'y a plus de terrain vague, il n'y a plus d'infrastructures qui existent, où les jeunes, justement, peuvent s'épanouir. Il y a des choses qui sont en train de se faire les 2 dernières années. Je suis en train de voir qu'on fait des petits stades. C'est très important dans le développement du football à la base.
Après, derrière, on va pouvoir sélectionner 2-3 joueurs de la rue qui feront qu'ils intégreront un centre de formation qui n'est toujours pas créé. Donc, c'est une boucle si on ne ferme pas la boucle, ça ne fonctionnera jamais. Oui, même les joueurs talentueux dans la rue n'ont pas accès au club. Nos clubs actuellement sont, même chez les jeunes, surtout chez les jeunes, sont liés. Pour pouvoir accéder, il faut avoir le piston nécessaire pour pouvoir jouer. Oui, mais si on a de la qualité, tout de même, je ne sais pas, mais si quelqu'un présente des prédispositions ou de la qualité ou un potentiel, je vois mal comment un club peut le refuser. Eh ben, il y a eu beaucoup d'exemples où on a refusé. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire avec... Non, tout à fait. Je pense que le brassage... Les places sont chères. Je pense que le brassage est mal fait. C'est ce que j'explique et que j'expliquerai tant que je vivrai ici en Algérie. Je l'expliquerai, je le redirai à chaque fois. Je pense que les clubs professionnels sont faits pour la qualité et si le gamin n'a pas de qualité, il jouera dans un sport associatif. Il ne jouera pas dans un club professionnel. J'irai alors pour continuer, pour creuser. Dans le monde entier, on sait que le football amateur est le vivier du football professionnel. Est-ce que vous ne pensez pas que chez nous, justement, ce football amateur ne nourrit pas assez le foot professionnel en termes de densité de joueurs ? Bon, on ne peut pas dire ça parce que, pour ne citer qu'à l'arrache, c'est un club qui puise sur des joueurs. C'est une exception. Donc, je pense que c'est un club qui a montré la voie à tous les autres clubs. Elle n'est pas suivie. Elle n'est pas suivie, malheureusement. Mais dans le même temps, parce que pourquoi je vous dis elle n'est pas suivie ? Je ne sais pas, Salim Saleh, on avait eu ce débat. Dans le même temps, le football amateur a tendance à ne pas se régénérer et à s'appuyer sur des joueurs en fin de carrière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Salim Saleh, mais c'est l'impression qui se dégage. C'est la mode. Il y a des clubs amateurs, ils prennent des joueurs en fin de carrière et ils constituent leur équipe pour pouvoir... Ou le dernier exemple en date, c'est une équipe comme Coléa. C'est bien que Coléa accède en Ligue 2, c'est très bien. Mais juste avant, ils étaient en concurrence avec une équipe comme Dar al-Baïda, dans le football amateur. Tenez-vous bien, Coléa offre une prime de 6 millions de dinars à l'adversaire de Dar al-Baïda, en l'occurrence le Raya qui refuse. Dar al-Baïda fait monter les enchères et, disons, ce match, elle le gagne. Comment ? On l'aura tous compris. Cet argent, il aurait dû aller vers la formation, il aurait dû aller vers les jeunes, vers la détection, vers la prospection, vers les entraîneurs. Or, on le voit, c'est juste pour un match, une prime d'encouragement à 6 millions de dinars, 600 millions de centimes. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de perdre la tête ? Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants sont obsédés par une seule chose, c'est l'accession, mais au détriment de beaucoup de paramètres. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la rue qui dirige le football en Algérie. Malheureusement, on a vraiment l'absence de définition pour un projet de club. On a l'impression que le football local, à part ces championnats qui se déroulent, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique pour le football local. Bien sûr. Moi aujourd'hui, il y a un président qui me contacte, il me dit « Nabil, écoute, je te donne 6 ans pour faire accéder mon équipe, même si elle est en 4e division. » Il me donne les moyens d'accéder à cette équipe, de former les jeunes, pour avoir une équipe. Parce que de construire une équipe et définir la politique d'un club, ça met beaucoup d'années. Il faut entre 5 et 10 ans. Et les gens croient qu'en une année ou en 4 mois... Avec un coup de baguette magique. Voilà, mais c'est pas possible, c'est se mentir. C'est se mentir. Est-ce que vous pensez que... Il y a des clubs qui peuvent, y compris jouer dans un championnat d'élite, c'est-à-dire en Ligue 1, et mettre en place en même temps un système de formation pour pouvoir se régénérer à chaque fois et ne pas mettre en danger leur maintien au sein de l'élite. Bien sûr. Bon, il y a certains clubs qui sont voués à gagner des titres parce que ça a toujours été fait, ils ont toujours gagné des titres. Je vais donner un exemple aujourd'hui concret. Il y a l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger, ils ont un vivier de jeunes. Aujourd'hui, ils ont investi dans la formation plus ou moins comparé à d'autres clubs. Aujourd'hui, le résultat est là. Il y a 4 à 5 joueurs qui ont été intégrés en équipe senior et qui jouent actuellement et qui ont gagné le titre. Donc ça veut dire que d'investir dans la formation, vous avez les résultats et les résultats sont concrets pour ces clubs. Il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, les jeunes, quand on investit dans la formation, il faut donner des moyens à ces jeunes de s'épanouir et de réussir. Ça passe par un staff technique de qualité,
C'est-à-dire de mettre des entraîneurs de qualité, des entraîneurs diplômés qui sont passionnés par la formation des jeunes, de mettre des infrastructures et de mettre aussi de dégager des joueurs qui ont la possibilité d'évoluer. Comme vous disiez, Salim, auparavant, la détection est mal faite en Algérie parce qu'on ne prend pas le meilleur, on prend celui qui a du piston entre guillemets pour intégrer le. On a l'impression qu'il n'y a pas de maillage au niveau national. Quand je dis maillage, en termes de prospection. La prospection. Les pôles de développement en football, on les connaît. Donc, en principe, on devrait faire remonter ce qu'il y a de mieux. Or, ça ne se fait pas. Déjà, la première chose que j'ai constatée, j'ai eu la chance de visiter un peu le Sud et on a un vivier extraordinaire dans le Sud. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs dans le Sud j'ai été étonné. Par exemple, quelle région dans le Sud ? Au-delà de Béchar, au-delà de... Il y a un vivier ? Bien sûr, il y a un vivier énorme. Aujourd'hui, vous voyez l'équipe de jeunes de Béchar des Espoirs, vous voyez comment ils évoluent, vous voyez la qualité de jeu qui sont proposés, et elle est essentiellement composée de joueurs du Sud. Pourquoi on n'irait pas détecter des jeunes de partout, y compris dans le Sud ? Aujourd'hui, on se contente de faire des détections que dans les grandes villes. Mais c'est dans les régions rurales où on va trouver 1 à 2 joueurs de qualité. Pourquoi aucun club n'ose faire une prospection au-delà des grandes villes en Algérie ? Parce que dans le Sud, pas plus tard que la saison dernière, j'ai été faire une escapade à Saoura et je vois le vivier qu'il peut avoir dans le Sud. Et le CRB vient de recruter un joueur de Bnetour également, puisque c'est dans le Sud, on reste, puisque vous parlez du Sud. Bien sûr. Il y a la JS Saoura qui peut être également une rampe de lancement pour ces joueurs. Salim Saleh. Non, je voudrais juste revenir un peu au CSC, puisqu'il a l'expérience. Quelles sont les solutions à très court terme, c'est-à-dire vous préconisez pour ce club dès cette saison? Bon, le CS Constantine, c'est-à-dire que c'est un club qui, au-delà du nombre public qu'il peut avoir, n'a jamais gagné de titre. C'est un club qui n'a jamais de titre. C'est assez. Ah oui, une fois, 1997. Voilà, c'est un club... Dans des conditions, des conditions tout à fait particulières en 97, il y avait eu un accord à l'époque où on s'était échangé les services. Un pour qu'il soit champion d'Algérie et l'autre pour être vainqueur de la Coupe d'Algérie. Voilà, c'était pas un titre gagné à la sueur du front. Ouais, mais il est dans le palmarès. Ouais, il est dans le palmarès. Bien sûr. Mais il faut revenir. Après, en 97, ça fait très longtemps. C'est pas un club qui a gagné beaucoup de titres. C'est un club qui dispose d'un bon stade de football, mais pas d'infrastructure derrière. C'est un club qui n'a pas de formation. Parce que ce que j'ai vu cette année, je n'ai pas vu de jeunes qui m'ont tapé à l'œil, comme j'ai pu le voir à mon passage à l'Asmo d'Oran ou en Aide Rusindé, où j'ai vu vraiment de la qualité au niveau des jeunes. Là, la première chose à faire, c'est d'installer un directeur technique. Je pense que Lagdara Djali a pris ses fonctions en tant que patron de la formation. Voilà, exactement. Il vient avec son vécu d'Amiens. Voilà, il vient avec son vécu d'Amiens. Et il y a un manager général qui a été nommé, la personne de l'ancien joueur, Arama. Voilà, donc bon, je ne peux pas parler en son nom parce que je ne connais pas ce manager, mais je peux parler au nom de Lagdar, par exemple, qui a de l'expérience en France, qui a passé ses diplômes en France et qui a le vécu de la formation. Parce qu'Amiens, c'est un club quand même qui évolue en Ligue 2, qui a un certain niveau au niveau de la formation. Déjà, c'est un premier pas que le CS Constantine a franchi. Maintenant, il faut donner les moyens à ce formateur de mettre en place son équipe, c'est-à-dire de mettre en place ses entraîneurs et de prospecter et de ramener les meilleurs joueurs, sans qu'il y ait des interventions diverses, de ramener la meilleure qualité. Et bien évidemment, le paramètre fondamental qui doit se poser, c'est d'avoir les résultats de cette formation au-delà de 7 à 10 ans. Parce que si aujourd'hui, au bout de 3 ans, on lui dit « mais tu n'as pas gagné de Coupe d'Algérie, tu n'as pas gagné de titre », ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas récolter aujourd'hui, semer aujourd'hui et récolter le lendemain. Parce que si un président de club contacte un entraîneur, un formateur, ça veut dire qu'il croit en lui. Donc, ce n'est pas avec les paroles. Quand on définit une politique de club, elle doit se définir à long terme. Elle doit se définir à long terme. Oui, mais dans le même temps, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est cette pression de la rue qui fait que les dirigeants ne résistent pas à ce qu'ils ont décidé, mais qu'ils cèdent sous la pression de la rue.
Pas tous, parce que je vais encore parler d'El Arach. Monsieur Laïb est au club depuis son accession. Il a mis en place monsieur Charef. Ça fait, je pense, 5 ans qu'il travaille là-bas. 6 ans qu'il travaille là-bas. El Arach. Et il quitte cette année pour le Mouloudia d'Alger. Ouais, c'est regrettable pour El Arach parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui a donné quand même beaucoup de choses à El Arach. Mais la stabilité, j'ai jamais compris une chose en Algérie, c'est que El Arach n'a pas de moyens. C'est parmi les plus petits budgets de la Ligue 1. Aujourd'hui, ils sont chaque fois dans les 5 premiers, ces 3 dernières années. Et on laisse pas, les présidents ne pensent pas à se dire, on laisse un entraîneur, il va travailler, il va porter ses fruits au bout de 3, 4, 5, 6 ans. Mais est-ce que vous ne pensez pas également que c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir dans le vestiaire? Je pense pas. Je pense pas parce qu'aujourd'hui, les joueurs ne peuvent pas répondre sans que les dirigeants leur donnent leur accord parce que c'est en connivence. Si les joueurs font, certains joueurs font ce qu'ils veulent, c'est parce que les dirigeants les laissent bien faire. Parce que l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Maintenant, le joueur est employé au même titre que l'entraîneur. Les objectifs sont fixés par les dirigeants et il faut respecter cette hiérarchie. C'est comme ça et ça ne changera pas. C'est une loi qu'il faut respecter, qui est fondamentale. Non, pour l'exemple de Harash, tu parlais de... Oui, non, l'exemple Harash est à part, mais dans d'autres clubs, on a vu que les joueurs avaient pris le pouvoir dans certains vestiaires. Non, mais il le dit bien, c'est quand les joueurs travaillent, c'est des porte-voix de certains dirigeants. Mais un club digne de ce nom qui laisse le choix de son projet pour la saison à certains joueurs, c'est pas sérieux comme démarche. Et je voudrais arriver justement sur ce match d'hier. Sétif, qui fait match nul contre le club sfaxien, au-delà de Sétif que vous connaissez, qui, avec tout le programme qu'a eu l'équipe sétifienne, programme très chargé, 4 matchs en 8 jours, qui occupe la première place en Champions League, vous ne dites pas c'est une bouffée d'oxygène, cette équipe sétifienne, à travers les résultats dans la plus prestigieuse des compétitions africaines et match nul face au vainqueur de la Coupe de la CAF, le club sfaxien? Bien sûr, d'ailleurs, j'ai été le premier à saluer. C'est pas un exploit pour moi parce que je pense que Sétif recèle de la qualité. Ils ont quand même gagné au Cameroun, chose qui n'est pas aisée. Donc je pense que ça a été un choc psychologique qui ont fait qu'ils ont pris conscience. Sétif peut montrer la voie? Ils peuvent montrer la voie, mais au préalable, il faut vraiment définir, il faut vraiment travailler dans les objectifs qu'on a définis précédemment. Il faut faire de la formation, il faut structurer les clubs au niveau médical, au niveau administratif, au niveau infrastructure aussi. Parce que là, Sétif a créé l'exploit, mais comment dire, ça ne va pas arriver chaque année si on n'investit pas là derrière. Pour Sétif, est-ce que vous pensez qu'ils ont les moyens? Bon, c'est pas un échec, mais c'est un demi-échec de faire un match nul à domicile, bien qu'il y a des circonstances atténuantes. Ils ont joué 48 heures avant contre l'USMA, une partie des joueurs. Mais bon, là, ils ont une semaine pour se retaper, pour jouer le Ahli de Benrazi, qui se relance dans la compétition. Ils ont battu. Alors, le Ahli également, il y a une particularité. Ils ont joué en Tunisie à Sfax et ils ont battu l'équipe tunisienne de l'Espérance, dont l'entraîneur a été limogé. D'ailleurs, à l'issue de cette deuxième défaite en Champions League africaine. Rudy Kroll. Oui, mais jouer à Sfax pour l'Espérance Tunis, ça équivaut à jouer à Benrazi. Hein, ça reste en terre tunisienne. Oui, c'est un terrain hostile pour l'Espérance. Bien sûr, c'est vrai que quand on est à domicile, il faudrait prendre des points au maximum parce qu'à l'extérieur, c'est moins évident. C'est-à-dire contre Ahli de Benrazi, ça ne sera pas chose aisée. Hein. C'est une équipe qui a éliminé le détenteur de la Coupe, le Ahli du Caire, et qui s'impose face à l'Espérance, finaliste de la dernière édition. Bien sûr, c'est pas un match aisé et j'ai eu l'occasion de les voir jouer. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de qualité, qui resserre des joueurs de qualité et le football libyen progresse depuis quelques années. Et je pense que c'est une équipe qui peut être la surprise de ce groupe. Nabil Mjahid, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais rebondir avec vous. On essaie. Le mondial, c'est demain. En tant que technicien, qu'est-ce que vous attendez de la participation algérienne? La participation,
En tant que supporter, bien évidemment, je suis ravi de voir notre équipe nationale en Coupe du Monde. Comme nous tous. Moi, je m'adresse aux techniciens. Ça, le supporter, on est tous contents. En tant que technicien, il faut se mettre à l'évidence qu'on est tombé avec un groupe extrêmement difficile. C'est pas la Belgique, parce que les gens ont tendance à se focaliser uniquement sur ce pays, mais c'est la Belgique, c'est la Corée du Sud et la Russie. Ces trois équipes qui recèlent un collectif formidable, qui recèlent aussi des individualités formidables. Et il va falloir se concentrer sur ces trois matchs, non pas sur la Belgique, mais sur ces trois matchs. Parce que la Corée, j'ai eu la chance de les voir évoluer. C'est une équipe qui recèle beaucoup de qualité, qui est beaucoup disciplinée tactiquement, beaucoup de joueurs en qui Allemagne, physiquement ont un potentiel extraordinaire. Vivacité, technique et tactique. Donc c'est une équipe très dangereuse. Très dangereuse. Le match contre l'Arménie va servir à l'entraîneur national de préparer son match contre la Belgique? Les deux matchs vont servir de tremplin pour le coach pour mettre en place son équipe contre la Belgique. L'Arménie, ça va peut-être définir les solutions externes pour préparer la Belgique. Et la finalité du groupe, je pense qu'il mettra l'équipe type contre la Roumanie. Et ça sera vraiment l'équipe qui démarrera contre la Belgique. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le coach, toute la difficulté, c'est avoir le bon dosage? Est-ce qu'il va devoir défendre, mais pas trop, attaquer, mais c'est-à-dire pour mettre en place son 11, est-ce que si vous vous mettez dans les conditions du match, est-ce qu'il faut jouer la Belgique ou l'attendre dans sa zone? Si vous vous mettez dans les conditions du match, est-ce qu'il faut jouer la Belgique ou l'attendre dans sa zone pour pouvoir la contrer rapidement au vu du potentiel des Belges. Offensif des Belges. Bon, au vu du potentiel offensif des Belges, vous avez deux latéraux qui jouent comme deux ailiers, qui montent énormément. Vous avez de la qualité individuelle offensivement aussi, c'est pas le nier. Je pense que l'Algérie, il faut qu'ils mettent en place un aspect psychologique pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'ils jouent au football, pour qu'ils ne craignent pas cette équipe et surtout ne pas faire que le premier match, c'est pas un atout pour les Verts? Parce que peut-être qu'on va prendre l'équipe belge sur ce premier match au moment où elle n'est pas encore prête. Peut-être, je dis, hein. C'est une hypothèse. Bon, je pense qu'à ce niveau, l'équipe sera prête. C'est quand même une équipe qui ça fait 3-4 ans, ils jouent ensemble. C'est une équipe jeune, c'est une équipe qui va s'aguerrir, qui fait une Coupe du Monde pour la première fois depuis quelques temps. Ça peut être un avantage comme un désavantage. L'Algérie a pris cette équipe et je pense que ça peut être un déclencheur et un facteur important psychologiquement si jamais il se révèle qu'on fait un grand match. Même si le résultat ne primera pas, je pense que ça peut être un tremplin. Il est décisif, le premier match est décisif. Il peut être décisif, pas sûr, parce que il faut pas dire. Généralement, sur un tournoi, on dit il ne faut pas se louper le premier match. Bien sûr, c'est pour ça que l'aspect psychologique va primer. Si aujourd'hui on arrive à faire un match nul contre la Belgique, ça serait extraordinaire pour la suite des autres matchs. Nabil Mjahad, c'est passé très vite. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite on va vous retrouver dans le championnat d'Algérie ou on va s'attarder. Les vacances. On va se reposer quelques jours et voir un peu les possibilités qui s'offrent à nous. Merci Nabil Mjahad d'avoir été avec nous. Salim Salahi, merci. Moi je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à demain, toujours à la même heure. Allez, au revoir.